quand j'ai découvert ça, je me suis dit, ah ouais, là j'ai un monde à apprendre en fait. Bonjour à vous, j'ai fondé Sticla pour accompagner les individus à se transformer et les organisations à adopter un design qui intègre résilience, innovation et motivation à leur ADN. Bienvenue sur Parallax, où j'explore nos croyances et nos comportements pour affûter notre esprit critique. Aujourd'hui, c'est avec un grand plaisir que j'accueille Gaëlle Grand-Clément, qui a fondé Biou pour accompagner les entreprises à enrichir leur collectif de la singularité de chacun, afin de créer une dynamique pollinisatrice et révélatrice de talents, et ceci à travers du coaching individuel, de la transformation de la culture managériale et de la mise en mouvement collective. Elle est aussi porteuse de Toscane Suisse qui s'inscrit dans cette même dynamique. Alors, sans plus tarder, on va l'écouter. C'est parti! Bonjour Gaëlle, merci d'être là ce matin avec moi. Salut Corinna, je suis ravie d'être avec toi. Merci de m'accueillir. J'aimerais commencer par un check-in. C'est une pratique que j'aime bien. Donc, j'ai choisi une question et ce que je te propose de faire, c'est que je la pose et puis ensuite que je réponde et puis tu répondras à ton tour. Quel est l'objet hors ordinateur ou téléphone portable que tu possèdes et dont tu ne pourrais pas te passer et pourquoi? Pour moi, je pense que ce serait un carnet. J'aime bien noter ce que j'entends d'intéressant de la part d'autres personnes. Je suis quelqu'un qui aime bien apprendre et j'aime bien aussi me souvenir de ce que les autres ont dit. Et puis, en même temps, j'ai un tas d'idées et de projets. Et ça aussi, j'aime bien les noter et pour qu'ils arrêtent de tourner dans ma tête. Et puis, ces projets, j'aime bien aussi mettre un peu des étapes et faire des listes. Donc, je pense que ce serait un carnet. Ouais, le carnet me rejoint bien aussi, même si finalement j'en ai un qui est souvent avec moi, mais que je n'utilise pas tant que ça en fait. Moi, je crois que l'objet que j'ai toujours près de moi, en fait, c'est mon tapis de yoga. Donc, en entendant la question, je dis ouais, c'est mon tapis de yoga. Je sais, c'est le lieu où je vais chaque matin, qui me permet de me recentrer, de m'aligner, de m'écouter. Et je sais que depuis toutes ces années, j'ai maintenant le réflexe, quand je sens qu'il y a quelque chose qui est plus difficile ou quelque chose qui vacille, ou je sens que j'ai quelque chose à écouter à l'intérieur, tac, je me remets sur mon tapis en fait. Donc c'est un peu un lieu transportable, c'est mon espace de retour à moi que je peux transporter partout. Donc j'en ai plusieurs en fonction de comment je voyage. Si je dois voyager léger, j'ai un tapis de yoga léger. Des fois, c'est juste une serviette. Je crois que c'est ça l'objet. Après, mon ordinateur et mon téléphone portable Oui, exactement. que je mets toujours dans ma valise. Merci, super. Merci pour ce partage. On va commencer. Alors, est-ce que tu pourrais résumer ton parcours et en quoi est-ce qu'il t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui? Ouais, dans mon parcours aujourd'hui, je crois que je dirais peut-être, j'ai deux grandes périodes, si je devais dire un peu haut niveau comme ça. Une période où ce que je faisais était guidé par l'extérieur, et puis une période qui est plus guidée par ce à quoi je me sens appelée de l'intérieur. Et dans cette première partie de vie, j'ai un parcours assez classique en fait. Je n'étais pas mauvaise à l'école, donc j'ai fait des études. Je suis même devenue ingénieure, plutôt dans un généralisme avec une spécialisation en aéronautique. Donc c'est dans ce domaine-là que j'ai commencé à travailler. Et puis assez rapidement, en fait, même pendant mes études, je me suis rendu compte que moi, les trucs très techniques, faire du développement pur technique, c'était vraiment pas mon truc en fait. Et donc ça m'a amené, mine de rien, ce bagage d'ingénieur à travailler dans l'industrie automobile et aéronautique en particulier. Et puis j'avais quand même cette envie de voyager, découvrir d'autres cultures, etc. Donc j'ai aussi beaucoup travaillé à l'étranger, en Italie, en Allemagne. Je suis restée très européenne, hein, en Allemagne, en Suisse allemande, qui a fait quelques sauts de puce aux États-Unis et puis en Suède. Voilà, et du coup, rapidement, de projets de développement, je suis allée sur des projets d'organisation, de gestion du changement, qui m'amenaient à travailler de manière transversale avec toutes les fonctions de l'entreprise. Et donc, ça m'a permis d'avoir une vision très large de l'entreprise et dans différentes cultures. Et de m'apercevoir que de mon métier d'ingénieur, à part la règle de 3, dont je me souviens encore aujourd'hui, je n'utilisais pas grand-chose pour fédérer des équipes, pour amener un projet même technique à le mener à bien. Et ce que j'aimais, c'était mettre les gens en lien, faire parler les gens ensemble, traduire le langage de l'un dans le langage de l'autre. La dimension internationale et multiculturelle me plaisait beaucoup.
Et intuitivement, ce que je faisais marchait, quoi. Voilà. Ce qui me venait de faire avec les équipes, etc. J'avais aussi une facilité à comprendre le sujet, hein, de par mon expérience technique. Mais je me suis assez vite rendu compte que on aurait besoin de plus de choses encore pour que le changement s'opère avec moins de douleur, moins de souffrance, encore plus de cohésion. Et là, tu étais encore ingénieur ou tu étais déjà dans la transformation? Non, je n'accompagnais pas les transfos, mais si tu veux, c'était des gros projets quand même de transformation, plus sur les processus, si tu veux, de travail, Oui. sur des projets de réduction de coûts, on appelait ça design to cost à l'époque, ou l'implémentation d'un système informatique comme SAP que j'ai fait sur le marché allemand et autrichien et suisse. Puis j'avais envie d'aller plus loin avec les équipes. Puis moi, dans mon rôle à moi, je me sentais vachement limitée en fait dans ce que je pouvais amener. Et donc, en 2011, j'ai décidé de quitter le statut de salarié. Je ne savais pas à l'époque ce que j'allais faire, comment j'allais le faire. Je savais que je voulais travailler sur les aspects relations humaines dans l'entreprise. Pour ça, il a fallu que j'aille me former parce que l'intuition ne suffit pas pour accompagner en tant qu'externe. J'ai passé beaucoup de temps à me former, en fait. Plusieurs années à me former, puis commencer à intervenir, quoi. Et puis, à partir de 2013, j'ai lancé Biou. Et du coup, toute cette partie de reconversion m'a amené à plus être en cohérence avec ce que je voulais amener, en fait. Voilà, j'ai essayé de lancer un truc, ça s'est cassé la figure, j'étais qu'une associée, ça n'a pas marché. Voilà, j'ai fait mes tests and learn en continu pendant plusieurs années et encore aujourd'hui, en fait. Voilà, je savais qu'il y avait quelque chose que je ne pouvais pas mettre en mots encore à l'époque, mais je savais que je voulais quelque chose d'entier et de vrai dans ce que je fais. Souvent, on me disait, mais quand tu démarres, le plus facile, c'est d'aller va en sous-traitance avec des entreprises qui existent déjà, de formation, de conseil, de coaching. Et en fait, à chaque fois, je me posais la question, non, puis quand je rencontrais des gens, je me dis, ouais, non, ça ne m'appelait pas du tout, quoi. Donc, j'ai décidé de faire mon petit bout de chemin un peu plus toute seule, en essayant de toujours d'aller creuser chez moi, qu'est-ce que j'ai envie d'amener, comment j'ai envie de l'amener. Et puis, de petit à petit, Biou a pris naissance, en fait, à travers les rencontres que j'ai faites qui ont eu du sens pour moi. Et du coup, quand tu dis que tu t'es formée et que tu t'es reconvertie, tu as suivi des formations ou des workshops, j'imagine. Quels sont ceux qui t'ont le plus marqué et pourquoi? Et justement, comment est-ce que ça s'est peut-être relié à ce que tu sentais être juste, en fait? Il y a plusieurs... j'ai été boulimique en termes de formation. Et en même temps, je pense qu'il y en a 3 qui émergent du lot. La première, c'est que j'ai suivi, je voulais travailler sur tout ce qui est les aspects relations humaines, donc j'ai été me former là-dedans. Et mon axe à moi, ça a été la communication relationnelle avec la méthode ESPER. Et je me rappelle quand j'ai fait le premier stage, je ne m'étais pas engagée dans la formation complète, hein, mais au départ, j'ai juste fait un stage pour la découvrir. Et en fait, je me suis fait une grande claque, parce que je pensais que je savais quand même un peu communiquer, quoi. Je ne m'étais même pas posé la question, en fait. Et je pensais bien que j'avais des trucs à travailler sur moi. J'étais plutôt introvertie. Il y a une part de moi qui était très timide, qui n'osait pas. Et en fait, après le premier week-end de formation, je suis ressortie de là et je me dis, mais en fait, si je n'ai pas le droit de dire à l'autre ce qu'il doit faire, comment il doit le faire, si je ne peux plus être dans ce mode si je ne peux plus dire tout ça, j'ai découvert le système anti-relationnel, le système de communication anti-relationnel. Et quand j'ai découvert ça, je me suis dit, ah ouais, là, j'ai un monde à apprendre, en fait. Qu'est-ce que c'est le système C'est tout ce qui est de l'ordre. C'est la façon dont on communique le plus souvent, D'accord. à travers des injonctions, des postures où il y en a un qui domine l'autre, des menaces, du chantage, des pourquoi, des généralisations, des on, des tu. Je ne vais pas détailler ça là maintenant. Non, mais je me suis rendu compte qu'une grande partie de ma communication était là-dedans. Je me rappelle un moment de déstabilisation en disant, si je ne peux plus dire comme ça, hein, si je ne peux plus dire comme je disais avant, en croyant des fois bien faire, hein, je n'avais pas l'intention de faire du mal aux gens, mais j'ai découvert que en fait, ce n'était pas bon pour la relation que j'avais avec les gens et ce n'était pas bon pour moi, ce n'était pas bon pour l'autre. C'est une formation qui a duré longtemps, puisqu'elle a duré 3 à 4 ans. J'ai investi beaucoup de temps là-dessus. C'est vraiment une des bases de mon travail aujourd'hui. Quand au management relationnel, ou quand j'accompagne, c'est vraiment un axe très fort de mon travail. Et puis, après, en parallèle de cette formation, c'est pour ça que je dis que je suis boulimique, parce que quand je regarde cette période-là, en même temps, j'ai fait 4 ans, 5 ans de formation en yoga.
parce que c'est un axe que je voulais vraiment explorer. Je pratiquais depuis plusieurs années et c'était vraiment l'idée de faire ce que je fais à l'extérieur, mais en étant profondément connecté à moi. Et j'ai une conviction depuis toujours que il doit y avoir la dimension du corps quelque part. Parce que notre vie émotionnelle, elle se vit dans notre corps. Donc, si on n'a pas à l'écoute de celui-ci, ma conviction, c'est qu'on rate des belles choses, en fait. Et depuis tout petite, moi, les émotions, c'est un truc que je connais bien parce que ça m'envahissait. Voilà, j'ai un truc, je ne pouvais pas ne pas les écouter, quoi. Enfin, ne pas les entendre. Des fois, je bloquais. C'était un truc, là, qu'est-ce qui se passe? C'était le tsunami à l'intérieur. Mais donc, j'ai appris aussi beaucoup avec le yoga à appréhender cette partie-là de moi de manière plus bienveillante et puis plus dans l'accueil. Un chemin qui continue encore. Pour moi, c'est jamais fini. Et puis la dernière formation, je sentais bien que quand j'arrivais avec ces outils-là dans le monde de l'entreprise, il me manquait une pièce de puzzle. Il me manquait quelque chose qui soit plus systémique et d'aborder la complexité de l'entreprise de manière beaucoup plus efficace. Et mon chemin a croisé celui de Toscane, en fait. J'ai intégré le parcours Toscane en 2015 ou 2016, je ne sais plus bien. Et c'est comme si c'est un peu, du coup, vivre la rencontre à l'autre dans le monde de l'entreprise différemment. Qui, du coup, était très en cohérence avec ce que j'avais fait, avec la communication relationnelle, avec le yoga, sans que l'aspect corps, respiration soit chez Toscane. Donc, je l'utilise quand même, mais une approche beaucoup plus systémique. Et puis, de pouvoir vivre la rencontre à l'autre avec plus d'intensité, d'authenticité, et tout ça appliqué au monde de l'entreprise. Donc, c'est une approche très puissante pour l'entreprise. Moi, j'ai travaillé dans des process, des procédures pendant 12 ans en industrie et je sais qu'il y a une part d'efficacité qu'on perd quand on n'est que là-dedans. Ouais. Il m'a beaucoup plu et beaucoup parlé chez Toscane, c'est ce travail en émergence qu'on propose dans l'accompagnement. Que souvent, dans le métier de coach, c'est ça d'ailleurs, quand on va accompagner quelqu'un, la personne, elle a le plus souvent tout ce qu'il faut à l'intérieur pour avancer. Il suffit juste de créer les conditions pour que ça émerge. Et avec Toscane, dans une approche Toscane, on travaille comme ça. On crée les conditions pour que le meilleur émerge d'une équipe, d'une personne. Et c'est un aspect très à la fois doux et exigeant qui m'a beaucoup parlé aussi. Et c'est à partir de la personne qu'on travaille. Si tu te rappelles de la Gaëlle d'avant, avant d'avoir fait toutes ces formations et celles que tu étais après, comment tu vois les apports ou en quoi tu te vois différente? Écoute, il y a plein de choses et quand j'écoute ta question, ce qui émerge en moi, c'est de me dire j'ai tellement l'impression d'être sur un chemin que de dire un on-off, c'est un peu compliqué pour moi. Je crois que si je devais synthétiser ça en une phrase, c'est qu'avant, j'étais beaucoup plus guidée par mes peurs. Et aujourd'hui, je suis plus guidée par mes envies, par mon élan, par ce que je veux qui ait du sens, ce qui fait sens pour moi, en fait. Où est-ce que j'ai envie de contribuer au monde? Ça, c'est un truc très fort. Non pas qu'il n'y a plus de peur. Il y en a encore plein. Mais elles me guident moins. Et quand il y a une peur que je sens là, j'essaie de dire, OK, qu'est-ce qu'il y a derrière et qu'est-ce qui fait sens pour toi, Gaëlle, aujourd'hui? Et parfois, ça peut m'arriver, je décide voilà, aujourd'hui, c'est la peur qui prend le dessus et puis je vais l'écouter, quoi. Parfois, l'audace et l'envie prennent le dessus. Et c'est de plus en plus souvent comme ça. Et peut-être c'est ça qui est le plus marquant. Il y a plus de douceur chez moi. Guidée par mes peurs, j'étais beaucoup dans un mode la relation, c'est un combat, tu vois. Un autre, c'est un combat. Et aujourd'hui, la relation à l'autre, c'est une chance. C'est une chance d'aller découvrir l'autre, d'aller le rencontrer là où il est, d'oser être moi dans la relation et de voir ce que ça crée. Et ouais, je crois que j'ai une vie plus vivante, tu vois. Je me sens plus vivante aujourd'hui. Et d'ailleurs, je dis souvent, moi, je veux mourir vivante. Et centenaire. Et centenaire. Toscane, ça a aussi contribué à ça, finalement. Et complètement, je me rappelle d'un moment très, très fort pour moi dans cette formation. Et d'ailleurs, c'était le dernier
le dernier séminaire dans ce parcours. Ouais, il y a eu 2 inductions faites par Jacques et Christophe qui animaient ce séminaire, qui animent le parcours, qui m'ont fait prendre conscience que dans ma vie, je disais un truc fort, hein, et j'aurais tendance à le dire encore aujourd'hui, mais il y avait plus de morts vivants que de vivants. De gens qui s'écoutaient pas, qui n'écoutaient pas leur élan intérieur, qui étaient enfermés dans des fonctionnements qui ne leur permettaient pas de vivre la vie qu'ils avaient envie de vivre, quoi. Et mon père en faisait partie, et d'autres personnes aussi proches. Et si je me retournais comme ça, à la question que posait Christophe, qui sont les gens pleinement vivants dans vos vies? Eh bien, c'est comme un truc. Je voyais personne, en fait. Il y en avait certainement, hein, je voyais personne, quoi. Et là, ça a été vraiment une énorme bascule pour moi de me dire, mais laisse circuler cette vie, quoi. Et aujourd'hui, je sens que même avec les gens avec qui je n'avais pas ce type de relation, je pense à mes sœurs, par exemple, quelque chose qui est en train de bouger depuis quelques années. Réjouissant, quoi. Au cours de tout ça, de toutes ces années, j'ai connecté aussi la raison d'être qui était la mienne, de polliniser la vie. Dans ce truc chez moi, cette source de vie, et voilà, d'œuvrer avec ça et de m'amuser avec, de voir ce que ça génère, ce que ça produit, ou parfois ce que ça ne produit pas. Me laisser surprendre, voilà. Cette capacité à me reconnecter à ce que j'ai envie de vivre chaque jour, en fait, et de me laisser porter par ça. Et ma foi, parfois, c'est de rien faire. C'est un apprentissage difficile pour moi d'apprendre à rien faire. Tu as décidé de lancer aussi ton Toscane Suisse. Et j'avais envie de savoir aussi, qu'est-ce qui fait que tu as envie de le lancer en Suisse? Comment est-ce que tu as su que c'était le moment? Ça faisait déjà plusieurs années que... Bon, c'est une grosse année que j'ai décidé de lancer Toscane en Suisse. Puis avec le Covid, tout ça, ça a un peu ralenti des choses. C'était un sujet de lancer Toscane en Suisse. On m'avait dit alors, si un jour tu veux lancer Toscane en Suisse, tu regardes. Enfin, ouais, et pour beaucoup de gens, c'était... et pour moi aussi, c'est un truc qui était presque logique. Puis en même temps... j'avais pas la conviction enfin, je sentais pas le truc de l'intérieur, quoi. Et un jour, je me rappelle, j'étais à Lyon en animation d'école de leadership avec Emmanuel et une toscanienne. On a eu une discussion le soir. Je me rappelle, le lendemain matin, c'est un peu tombé comme une évidence, quoi. Plus seulement dans ma tête, mais de dire, ok, je le sens. Je sens que c'est juste d'aller vers ça, quoi. Et c'est vrai, bon, j'avais Bio qui tournait. Et en même temps, voilà, c'était une évidence d'amener Toscane en Suisse, d'amener cette richesse, cette particularité, cette singularité de Toscane aussi en Suisse. Pas seulement à travers le travail que je fais, mais de manière plus évidente en organisant cette première promotion du parcours Toscane Suisse. Et cette singularité, à quoi est-ce que tu l'aperçois? Je crois qu'il y a 2 choses qui, moi, me semblent très puissantes dans l'approche toscane. La capacité à créer des espaces transformants à la fois pour la personne et à la fois pour le collectif. Quand on travaille dans une démarche toscane, on est vraiment dans une approche systémique où on va à la fois aborder l'individu et à la fois le collectif, à la fois ce qui paraît évident, des processus, de ce qui se voit, et à la fois toute la partie plus sensible, plus subtile, moins visible de la personne et aussi de l'organisation. Et je crois que c'est vraiment cette capacité à jouer et à accompagner de manière systémique sur ces différents axes. Parce qu'ils se nourrissent mutuellement, en fait. Dedans, il y a du développement personnel, mais il y a aussi de l'accompagnement d'équipe, il y a aussi de l'accompagnement du système, de l'organisation. C'est un travail très, très holistique sur l'organisation. Je crois que la deuxième chose qui caractérise vraiment une approche toscane, c'est la profondeur à laquelle on travaille. Du parti pris de la profondeur tout de suite. Il y a une part de mon travail que je dédie beaucoup à regarder ce qui se fait, de veille sur ce qui émerge dans ce sujet de l'accompagnement des transformations des organisations, qui, je crois, aujourd'hui est clé, encore plus aujourd'hui, mais déjà depuis quelques années. Et je ne connais pas d'autres approches, en fait, qui proposent d'aller autant en profondeur dans le monde de l'organisation, qui accompagne un niveau d'authenticité et de profondeur
les transformations collectives. Et c'est de là que tire aussi toute la puissance de ces démarches. Hein. Donc, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur ces sujets-là de transformation collective. Et ce que j'observe quand même, c'est que dès qu'on travaille avec cette profondeur, on crée des choses qu'il est impossible de créer autrement. Entre les gens. Et tellement souvent, les gens disent « Ah, mais ça fait tellement longtemps qu'on se connaît » et en fait, on ne se connaissait pas. À chaque démarrage de travail avec une équipe, c'est ce qui se passe en fait. On se rend compte vraiment parce qu'on va travailler avec la partie sensible des gens et la partie sensible de l'organisation. Ce que chacun a à l'intérieur à offrir de meilleur au monde. Est-ce que tu peux peut-être donner un exemple que tu as vécu sans citer nécessairement des noms, mais d'entreprise où c'était peut-être assez difficile ou fermé, et puis peut-être que tu as senti de la résistance, et comment ça s'est débloqué ou dépassé? Alors, évidemment, dès qu'on travaille dans la profondeur et avec la façon qu'on a d'intervenir, on décale nécessairement les gens. Quoi. Les gens ne sont pas habitués à parler à ce niveau-là en entreprise, à se rencontrer comme ça en entreprise. Et donc, il y a un décalage. Parfois, ça peut faire peur aussi. Je me rappelle d'une intervention dans une entreprise de la région où, historiquement, la parole n'était pas libre. Et donc, et de par leur histoire, je pense à 2 personnes en particulier dans cette équipe-là, dans leur histoire, elles ne pouvaient pas dire, quoi. La parole libre n'existait pas. Et donc, ça a été un choc pour elles. Hein. C'était un choc pour elles. Et, et pendant longtemps, ça n'avait pas été possible de dire. Pour elles, il y avait tout un monde qui était là, qui n'avait jamais pu se dire là, chez elles, et qui, tout d'un coup, ça avait de l'espace, mais c'était très, très difficile pour cette femme d'oser dire les choses. Et ce qui va créer, et souvent, c'est que voilà, comment on crée la sécurité, comment on met les protections et les autorisations pour que la personne puisse, que chacun s'autorise à dire les choses. Je crois qu'il y a un rôle que le dirigeant a à jouer là-dedans. Et le dirigeant s'engage vraiment avec le cœur et dans cette profonde authenticité. Ça participe à créer la sécurité dont les gens ont besoin pour rentrer dedans. Donc, c'est toujours un travail en amont aussi avec le ou la dirigeante pour qu'il ou elle puisse s'adresser à ses équipes à partir de cette profondeur et de cette authenticité. Chez certains, c'est immédiat. C'est déjà là. Mais pour d'autres, il y a besoin d'un travail un petit peu plus, des fois un peu plus long, des fois un peu plus, voilà, d'aller creuser avec lui ou avec elle. Et ce que je constate, c'est que dès que le leader de l'équipe s'engage vraiment, il y a quelque chose qui se crée. Quoi. Pour toi, c'est essentiel que le leader soit embarqué, en fait. C'est essentiel, mais c'est surtout indispensable. En fait. C'est indispensable, oui. Ça m'est arrivé de ne pas prendre suffisamment de précautions en imaginant que ça serait un premier pas. Et en fait, c'est beaucoup plus dur derrière si on n'a pas fait ce travail préliminaire. Parfois, ça peut bloquer même le travail de transformation. Et ça m'est arrivé de travailler avec un dirigeant, puis après, le projet est monté au niveau du groupe. Et puis, de ne pas avoir assez d'alliance et de préparation du CIO, ça avait même fait arrêter le projet qu'on avait avec l'équipe, qui durait depuis une année. Ce travail d'alliance avec le dirigeant et de oser aller travailler ensemble à ces niveaux-là, c'est un élément indispensable au démarrage. Dès qu'on sent qu'on peut travailler là, il y a un espace où tout peut se dire, en fait. Les envies, les peurs, les doutes, et les désirs. Et c'est là que la vie circule, en fait. Et si tu avais peut-être une entreprise ou une institution comme ça, n'importe laquelle dans le monde, dans laquelle tu pourrais amener ces outils de transformation, ce serait laquelle? Alors, tu vois, quand j'interviens, à chaque fois, je me dis, puis je suis aussi maman, hein, j'ai 2 enfants qui ont 5 et 13 ans, donc j'écoute aussi ce qu'ils vivent dans leurs écoles et tout ça, et je crois que à cette question, j'aurais envie de dire l'école, dans le monde de l'éducation, mais aussi bien
pour les plus jeunes, les écoles primaires, secondaires, mais aussi tout ce qui est de la formation supérieure. C'est un élément qui est complètement oublié la plupart du temps. C'est rigolo. En enfantine, on parle de plus en plus des émotions, mais dès que les élèves grandissent, c'est un aspect qui est complètement... On ne leur demande plus comment ils vont, comment ils se sentent, les émotions, ça n'a plus de place dans les échanges avec les enseignants. Il y a encore des relations qui sont très verticales. Et du coup, j'ai envie de dire l'école, parce que je me dis, si on apprend tout ça à l'école, c'est une éducation qui est très basée sur la compétition, on apprend peu à collaborer, à coopérer, à gérer les conflits, à se dire, quasiment absent dans les temps où les enfants sont à l'école, où les étudiants sont à l'université. Il y a très peu d'espace pour ça. Et alors que c'est de ce dont on a le plus besoin en entreprise. Ouais. Donc, je suis en contact avec une entreprise de la région, là, industrielle, et il me disait, mais nous, aujourd'hui, quelqu'un qui est spécialiste dans son domaine, c'est pas qu'on n'en a plus besoin, mais on a besoin aussi de personnes, surtout, qui savent travailler avec les autres, qui savent coopérer. Et donc, ils regardent ça là aussi quand ils recrutent quelqu'un. Est-ce que la personne a le terreau fertile pour ça? Donc, ils travaillent seuls, on n'en a plus besoin, en fait, en entreprise. Ouais. Une anecdote, là, il y a 2 jours, avec mon plus jeune fils, il me dit, il va au coin peinture, alors qu'il ne voulait pas, puis son copain le motive, allez, tu viens avec moi au coin peinture. Ils sont allés au coin peinture, donc il a 5 ans, hein, pour remettre dans le contexte. Et puis, ils avaient envie de faire ça sur une grande feuille, à 2 sur la même feuille. Je dis, super. Puis ils sont allés voir la maîtresse, puis la maîtresse leur a répondu, mais qui est-ce qui va prendre le dessin à la fin? Ok. Et puis il dit, comment on ne savait pas? Elle dit, finalement, on a fait chacun notre dessin. Ah ouais. Alors qu'ils auraient pu trouver une solution pour ne pas créer de tension sur qui va avoir le dessin, qui va être le propriétaire du dessin, parce que quelque part dans la vie, c'est un détail. Et ils se sont privés de vivre un truc, de créer quelque chose ensemble, parce qu'à la fin, il fallait partager en deux le truc. Il fallait partager le dessin en deux, qui l'amènerait chez lui, qui l'aurait pas. Et plutôt que de mettre l'accent sur la coopération et le créer ensemble, il a mis l'accent sur la propriété, à qui va appartenir le dessin à la fin. Et je trouve dommage de s'être privé d'une opportunité de vivre quelque chose ensemble, enfin de permettre aux enfants de vivre ça. Et je crois qu'il y a tout un monde à faire évoluer. Et puis aujourd'hui, on voit bien, la formation va se faire de plus en plus à distance. Qu'est-ce qu'on va faire des temps en commun? Est-ce qu'on va de vivre des temps qui nous nourrissent collectivement et qui nous apprennent à le vivre et le travailler ensemble, ou en faire à des moments dont on se passerait parce que finalement on s'embête, quoi. Et voilà, donc je me dis, l'idée de polliniser la vie, commençons dès le début, quoi. Hormis tout ce que tu fais déjà, si tu avais un projet que tu aimerais réaliser, qui te tient à cœur. Des projets, moi j'en ai plein, ça ne me manque pas. Oui. Si je dois travailler, j'ai une machine à idées, quoi. Mais non, je crois que le monde aujourd'hui a fondamentalement besoin de leaders conscients, de leaders qui s'engagent non seulement pour leur collectif, bien sûr, mais bien au-delà de ça, quoi. Entrer dans une démarche de transformation pour permettre aux gens d'être mieux dans leur travail, c'est déjà un projet magnifique. Et en même temps, je crois qu'on ne peut plus se couper de l'enjeu plus systémique au niveau global. Quel impact mon entreprise a sur le monde? Est-ce que je fais partie des entreprises pollueurs? Est-ce que je fais partie, ou est-ce que j'ai une attention, une conscience que je fais partie d'un monde dont je dois aussi prendre soin? Des leaders qui sont engagés. Et je sais que ces chemins de transformation, ils sont difficiles quand on doit les faire seul. Et donc, c'est créer une communauté. J'imagine un lieu, j'adore accueillir les gens, j'adore la notion d'accueil pour moi est très précieuse. Et donc, je rêve d'un lieu d'intelligence collective, au service de l'intelligence collective et de la transformation des entreprises, du leadership conscient, et qui soit au service de la transformation personnelle des dirigeants et au service de la transformation du monde. Donc, un lieu d'inspiration, un lieu d'accompagnement, un lieu de travail en équipe, différent. Et j'avoue que il y a toujours une part de moi qui, quand je vais quelque part, regarde, ah ouais, tiens, parce que j'imagine ça vraiment avec des espaces extérieurs, etc. Et puis, je me dis, mais je ne suis pas encore tombée sur le lieu.
Pour toi, c'est ce qui te manquerait vraiment, c'est le Château de lieu. Vuipense, là, j'ai regardé il y a 2 jours sur Internet, château de Vuipense. Je me dis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vit dans ce lieu? Il y a des magnifiques jardins. Je me dis, tiens, ça ne pourrait pas devenir un lieu au service, parce que j'imagine ça très local en même temps. Mhm. Donc, s'il y a quelqu'un qui a une maison vide avec un grand jardin, ça m'intéresse. C'est vraiment la pièce qui te manque, en fait, pour ce projet. Ouais, je ne sais pas si c'est la pièce qui manque, mais j'aimerais créer ça aussi en mode collectif, tu vois. Mm. Que je me sens porteuse de ça, de ce projet, de cette idée, de cette envie, ce Mhm. profond désir. Et en même temps, voilà, qu'un écosystème puisse se créer autour de ça. Seul parfois, et je le dis pour les dirigeants que j'accompagne, seul, donc je passe mon temps à les faire se rencontrer, tu vois. Oui, oui, oui. Il y a des learning expéditions, des choses à faire qu'ils puissent faire ensemble pour se nourrir mutuellement. Donc, ouais, j'ai envie de faire ce projet et en même temps, j'ai pas envie de le faire seul. Et en même temps, je sais que des fois, il faut mettre un premier truc au monde pour qu'il puisse grandir avec l'aide d'autres personnes qui vont nourrir, fertiliser, etc. Je sais que je suis pas très forte là-dessus, en fait, pour faire savoir. Pour le faire savoir, c'est vrai? Donc, et, je crois au pouvoir des rencontres spontanées voilà, donc, Mhm. comme celle qu'on a eue toutes les deux, tu vois. Mhm, mhm. Oui, tout à fait. Tiens, il y a une corrida toscanienne en Suisse. Je me dis, tiens, mine de rien, déjà avec toi, je me sens moins seule, tu vois. Oui, exactement. Dans ton parcours ou dans ta vie en général, enfin, si tu parlais de personnes vivantes, justement, est-ce qu'il y a des gens qui t'ont plus marqué et peut-être que tu admires? Ouais, il y a plusieurs personnes, ouais. Les premières qui me viennent à l'esprit, c'est Jacques Santini et Christophe Lebihan, les cofondateurs de Tascam. J'ai beaucoup travaillé en supervision, en échange avec Jacques. Ouais, ce qui me marque chez eux, et j'ai retrouvé ça aussi chez Jean-Luc Mermet, avec qui j'ai fait pas mal de formations en méthode ESPER. Mhm. Et, cette profonde congruence avec ce qu'ils portent, en fait, avec Mm. ce qu'ils offrent au monde. Et quand je vais dans la rencontre avec eux, bah, c'est ça qui se passe, en fait. Mm. C'est profond. C'est le regard qu'ils portent sur les autres, cet emprunt à la fois de générosité et d'ouverture qui, moi, m'ont fait grandir, en fait. Mm. J'ai appris avec eux ce que c'est que la confiance. Confiance pas dans ce que réalise l'autre, mais dans qui est l'autre, au-delà de tout ce qui peut se passer, des erreurs qui peuvent se produire, voilà, des gens inspirants. Ouais, il y a aussi des femmes avec qui je travaille aujourd'hui. Je pense à Capucine Ortoli, je pense à Emmanuel Brien. Quand je pense à Emmanuel, je vois une femme pleine de douceur, de joie, de jeunesse. Je me rappelle la première fois que j'ai entendu parler, je me dis, mais c'est qui cette jeune? Euh, c'est pas du tout ça, mais il y a voilà, cette profonde joie de vivre qui est là. Donc, Mm. elle me fait rire, mais du coup, et puis les gens qui m'ont marqué dans ma vie, c'est aussi, bah, il y en a plein. Je pense à ma maman, ça n'a pas toujours été joyeux, mais maintenant ça l'est plus. Mais je pense aussi à mes enfants je pense que parce que j'ai eu des enfants, il y a une part de moi qui était hyper exigeante dans je, je veux vivre avec eux ce que j'ai envie de vivre aussi à l'extérieur, quoi. Voilà, enfin, il y a plein de gens en fait, qui m'ont marqué. Qui rentrent pour moi aujourd'hui. J'ai 2 petits gourous à la maison. Si on reste sur les personnes, est-ce que tu aurais une personne en particulier que tu aimerais remercier? Bah oui, je crois que c'est mon mari en fait. Bah, tout le travail que j'ai fait d'évolution personnelle, ça a beaucoup marqué le chemin qu'on prend ensemble, en fait. Ce que lui a pu apporter, ce que j'ai pu apporter, les périodes plus difficiles qu'on a traversées, comment on s'est relevé de ça, et comment on en rit maintenant, et comment on arrive. Et ça s'est fait vraiment petit à petit, vraiment petit pas par petit pas, mais avec beaucoup de ténacité de ma part, je dois dire. Je reconnais ça aussi. Et d'avoir jamais lâché. Des fois, c'était plutôt dérangeant de ne pas lâcher pour l'autre, mais aujourd'hui, on récolte les fruits, quoi. Et c'est une attention de tous les jours, quelque chose à construire ensemble, etc. Et de me sentir vraiment en cohérence, pas me dire, oh, bah, je vis ça avec mes clients, et à la maison, c'est la cata, quoi. Et ça m'est arrivé de traverser des périodes comme ça, de me dire, ce que je vis là avec mes clients, dans les équipes, j'ai envie et de me dire, putain, et comment c'est dur à la maison, et de se dire, oh là là, il y a d'autres enjeux, il y a d'autres,
il y a d'autres énergies qui sont là et comment on transforme ça et comment on avance pour me sentir vraiment à la fois cohérente et peut-être aussi légitime de me dire, et en même temps de reconnaître la part des fois de moi, de nous, on ne sait pas. Aujourd'hui, on ne sait pas et ma foi, on va aussi avancer avec ça et de reconnaître que parfois, ça ne tombe pas tout cru, quoi. Enfin, ça ne tombe jamais tout cru, mais ou tout cuit, je ne sais pas comment on dit ça, mais voilà que... Et donc, le remercier du chemin qu'on fait ensemble. Et là, on arrive gentiment vers la fin. Après tout ce que tu as dit, c'est de très riche. Si tu devais retenir une chose et faire passer un message aux personnes qui écouteraient aujourd'hui, ce serait quoi? Je me sens vraiment portée par le lancement de la première promotion Toscane en Suisse. Et j'ai envie de faire vivre cette communauté à la fois locale, à la fois peut-être nationale, je ne sais pas, mais en tout cas localement. Et de tous les dirigeants qui se sentent appelés à faire un chemin de transformation. Et je sais qu'il y en a de plus en plus aussi dans la région, qui se sentent appelés à dire mais on veut travailler autrement, on veut changer notre culture managériale et qui font des essais, parfois seuls, parfois en étant accompagnés, puis qui arrivent à des moments où on dit qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et cet espace Toscane en Suisse, c'est un espace à leur service et de créer des synergies, cette communauté de leaders engagés. Plus il y en aura, plus on arrivera au point de bascule qui feront que on va embarquer les autres, en fait. Ouais, de ceux que ça rejoint, de dire, mais dans une approche en profondeur, d'aller transformer l'organisation sans que ce soit un projet, un truc qu'on annonce, et puis, mais de pouvoir vivre ça dans l'émergence, de se rencontrer, en fait. Un beau message. J'espère aussi que des personnes te contacteront suite à ça. Merci beaucoup pour ce temps. Merci, ensemble et pour tout ce que tu as dit. Merci. À bientôt alors. À bientôt. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Dans la description, vous trouverez tous les liens utiles pour visiter le site de Gaëlle et également prendre contact avec elle. Et je vous mettrai aussi les liens pour me contacter. À bientôt sur Parallax. Et n'oubliez pas, de grands changements impliquent de faire des petits pas.